Alors, je vous propose de passer tout de suite à l'intervenante suivante. L'intervenante suivante est la professeure Amal Abdelbaki. Amal Abdelbaki, elle est chef du service de santé mentale jeunesse au Centre hospitalier universitaire de Montréal. Elle est aussi professeure de psychiatrie à l'Université de Montréal. Amal Abdelbaki a une action très importante dans la communauté internationale de l'intervention précoce, et elle a aussi une action très importante pour un certain nombre d'entre nous, dont l'équipe dont je fais partie, mais aussi plusieurs équipes ici qui ont été formées et très inspirées par Amal Abdelbaki. Donc, avec très très grand plaisir de t'accueillir pour nous parler d'un système apprenant rapide. Alors voilà un titre mystérieux que tu vas nous expliquer. Merci beaucoup. Alors, je crois que ma présentation va faire sens après tout ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Voilà. Non, attendez. J'ai perdu peser ça. J'ai l'impression que je recule au lieu d'avancer. En fait, c'est les diapos de Jacob. Super, merci. Moi, je tenais le truc à l'envers. Donc, le projet que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un projet qui a été fait avec plusieurs universités au Québec et différents professeurs que vous voyez ici. Donc, professeur Srividya Ayer du Centre de recherche Douglas et Manuela Ferrari également du même centre, qui sont rattachés à l'Université McGill. Moi-même, qui est rattachée à l'Université de Montréal. Marc-André Roy, que plusieurs connaissent d'entre vous, qui est rattaché aussi à l'Université Laval, ainsi que le professeur Annie Leblanc. Donc, on sait tous que l'efficacité du traitement d'intervention précoce a été bien démontrée, tant son impact sur l'évolution symptomatique que fonctionnelle. Mais pour avoir cette efficacité-là, il faut d'abord réduire la durée de psychose non traitée et proposer une intervention pharmacologique et psychosociale qui est fondée sur les données probantes dès le début de la maladie, donc de façon intensive. Ce modèle de soins-là requiert en fait des équipes multidisciplinaires avec des gens qui ont des formations, des philosophies souvent qui sont différentes et demande également aux intervenants de maîtriser de nombreuses interventions qui évoluent dans le temps. Il a été démontré dans plusieurs pays du monde, dans plusieurs modèles de soins, mais notamment l'intervention précoce pour la psychose, qu'il y a un écart entre les données probantes et la pratique. Et même lorsqu'on a des guides de pratique, les pratiques sont souvent non conformes ou partiellement non conformes aux standards de pratique qu'on va retrouver dans les guidelines. Donc, c'est un peu comme de dire, même si on a la recette, même si la recette est disponible, comme par exemple la recette de Mme Pic, bien, il est possible qu'on retrouve le gâteau du bas, celui du milieu ou celui du haut. Alors, on va essayer de travailler à le plus possible avoir celui du haut, au moins celui du milieu et non celui du bas. Donc, c'est important d'avoir des recettes, mais il faut pouvoir bien les appliquer, puis ça répond à plusieurs des questions. Donc, pour vous expliquer le contexte québécois, donc en 2004-2005, on avait créé l'Association québécoise des programmes pour premier épisode psychotique. Il y avait environ à ce moment-là 5 programmes au Québec qui étaient en fait des cliniciens qui étaient motivés, passionnés, qui avaient mis sur pied ces programmes. Et on s'était rassemblés ensemble pour se dire si on voyait que le gouvernement n'investissait pas. On était un peu jaloux de l'Ontario, qui était la province voisine, qui avait commencé à investir. Et on s'est dit qu'il faut se regrouper si on veut pouvoir faire de la défense de droits ou de l'advocacy pour le développement de services. Suite à ça, se sont développés, ça a pris beaucoup de temps à travers les années, environ 17 programmes à travers le Québec jusqu'en 2016. Encore une fois, en l'absence vraiment d'engagement substantiel gouvernemental, mis à part le fait à partir de 2015 de dire qu'il faudrait qu'il y ait des programmes d'intervention précoce pour la psychose. Puis en 2017, finalement, le gouvernement a décidé d'investir 10 millions de dollars pour créer 15 nouvelles cliniques PEP. Et en 2020, va investir un autre 10 millions de dollars pour rehausser en fait les effectifs dans les cliniques existantes. C'est accompagné de ça la publication d'un cadre de référence, donc un peu des guides de pratique québécois qui ont été écrits en 2017, revisés en 2022 et qui le seront en 2025. Puis je vais expliquer comment notre système a pu contribuer à ça également. Et le ministère avait aussi ajouté l'ajout d'un conseiller qui se promène dans les équipes pour les aider à implanter les pratiques. Donc, malgré tout ça, on
constatait encore dans une étude qu'on avait faite d'implantation à 2 moments différents qu'il y avait encore des difficultés d'implantation, notamment de composantes administratives et quelques autres. Les cliniciens sont très motivés, font du très bon travail, mais souvent l'organisation des soins peut être déficiente ou difficile. Donc, un système de santé apprenant, c'est un dispositif qui peut aider, en fait, les soins à s'adapter. À s'adapter à quoi? À leur époque. Les jeunes changent, évoluent, la société change. Donc, aux besoins des patients, également s'adapter aux récentes données scientifiques et aussi aux particularités socio-géoculturelles ou géographiques. Donc, je vais en parler tout à l'heure. Et le système apprenant rapide-là utilise l'informatique, en fait, pour s'intégrer dans la prestation de soins, une collecte de données et une rétroaction sur les pratiques. Donc, de 2019 à 2022, avec des fonds de recherche, on a développé un projet pilote avec 11 cliniques PEP. Ces 11 cliniques-là desservaient environ 2000 patients, environ 850 nouveaux cas par année. Elles regroupent 33 psychiatres, 120 professionnels de la santé et 11 chefs d'équipe. Elles sont réparties dans 10 centres de santé intégrés, donc c'est environ 10-11 régions du Québec qui sont différentes. Je vais vous en parler un peu tout à l'heure. Et par la suite, suite à l'efficacité de ce système-là, on a pu implanter en 2023, en fait, à large échelle, donc 20 programmes au total qui sont impliqués dans notre système apprenant. Malheureusement, chaque jolie histoire, a parfois des obstacles. On aurait voulu monter jusqu'à 33 programmes, puis il y a pour l'instant un certain blocage de financement au Québec, donc on attend que le gouvernement investisse à nouveau pour pouvoir aller chercher toutes les cliniques du Québec. Donc, les 20 sites actuels, et d'ailleurs, les 11 premiers sites, c'était la même chose, sont répartis à travers le Québec. Ils vont regrouper tant des cliniques en région urbaine qu'en région semi-rurale ou rurale. Ils vont également impliquer des toutes petites cliniques qui ont peut-être 5 équivalents temps plein d'intervenants, comme des cliniques qui ont une vingtaine d'intervenants à temps plein. Certaines vont desservir une cinquantaine, soixantaine de patients, d'autres 300 patients, donc vraiment des cliniques très différentes. Certaines sont situées au centre-ville, par exemple, de Montréal, comme la clinique où je travaille, où on dessert environ 30 % de jeunes qui sont en situation d'itinérance. D'autres vont être dans des contextes multiethniques. D'autres vont avoir des Premières Nations en grande concentration. Donc, très diversifiées comme population. Puis on a pu démontrer qu'on a réussi à implanter le système apprenant dans tous ces contextes. Donc, les principes directeurs d'un système apprenant, c'est d'abord qu'on intègre, un peu comme le professeur Jacob l'a expliqué, toutes les parties prenantes aux diverses étapes du projet. On va mobiliser, impliquer et soutenir les ressources et les partenaires de l'environnement naturel pour que le système soit optimisé, mais de façon durable et pérenne, avec le moins d'investissement supplémentaire possible, et d'assurer également une réponse aux besoins en temps réel et la faisabilité du projet dans les différents contextes. Donc, c'est les principes directeurs. Ce qu'on a pu démontrer avec le SARPEP, d'abord dans notre projet pilote, puis dans notre projet aussi à plus large échelle, c'est qu'on a réussi à améliorer la qualité des soins pour les patients, de même que leur satisfaction. J'y reviens tout à l'heure. On a également permis d'assurer le respect des composantes essentielles des modèles de soins. Et on a également pu contribuer à informer la prise de décision tant au niveau local qu'au niveau provincial, par exemple, soit sur les investissements ou les guides de pratique. Donc, quand on dit impliquer toutes les parties prenantes, alors on parle des chercheurs, évidemment, qui ont le savoir académique, qui vont pouvoir résumer la littérature, aider à la partie recherche, les cliniciens et chefs d'équipe, les patients et leurs familles, les gestionnaires et administrateurs qui sont, eux, responsables, en fait, de l'implantation des programmes et les décideurs politiques. Donc, le système apprenant, en fait, va intégrer aux différents moments là, du système les différentes parties prenantes là, que vous voyez ici avec des icônes différentes. Et on va commencer par choisir les indicateurs à partir d'une synthèse de la littérature. Ensuite, on va évaluer les besoins des différentes cliniques pour pouvoir implanter le système apprenant et également sur quelles pratiques ils ont besoin d'être soutenus. Puis, par la suite, on va, par des processus là, de consensus,
soit on fait des sondages Delphi, ensuite on a vraiment fait des rencontres de consensus. On va identifier ensemble les indicateurs pertinents. Donc, pertinents pourquoi? Pour qu'à l'intérieur d'un délai raisonnable, on s'était mis 2 ans de délai, on puisse améliorer les pratiques dans des secteurs qui vont vraiment faire une différence pour les patients. Par exemple, si les patients et leurs familles disaient que c'est important pour eux le retour au travail et aux études, on va choisir des indicateurs qui vont nous aider dans cette direction. Par la suite, une fois qu'on a choisi les indicateurs, on a créé une plateforme électronique de collecte de données. On a vu quelle partie prenante allait... Oh, je m'excuse, je vois que c'est décalé, mais bon. Allait collecter quelles données. Puis, par la suite, la plateforme analyse les données, donc va agréger les données et on fait un retour à tous les utilisateurs des données qui ont été collectées. Là, je vais vous montrer des exemples. Puis, une fois que les gens ont reçu ces feedbacks-là, qui sont des données visualisées, on va, en communauté de pratique, faire des activités de renforcement des capacités. Donc, soit ça peut être des conférences, des webinaires. On va co-créer des outils qui vont servir par la suite aux cliniciens dans l'application des bonnes pratiques. Et par la suite, on remesure encore les mêmes indicateurs, ce qui nous permet de voir est-ce que les mesures qu'on a mises en place ont été efficaces pour améliorer les pratiques. Donc, quand on fait de l'implantation ou de la mise en œuvre, il y a 5 objectifs principaux qu'on essaie d'atteindre. D'abord, d'améliorer la santé de la population au complet. On va essayer également d'améliorer l'efficience du système de santé, d'améliorer l'équité et donc notamment l'accès de façon équitable aux soins, d'améliorer l'expérience patient et les résultats obtenus et d'améliorer aussi le bien-être des ressources humaines parce que lorsque les ressources humaines s'épuisent, elles sont moins passionnées, elles quittent, il faut former des nouvelles personnes, les patients perdent la continuité de soins et c'est un peu un cercle vicieux. On essaie plutôt de le transformer en cercle vertueux. Et j'insiste également pour l'idée d'améliorer l'équité en santé. Professeur Mala a mentionné combien, en fait, pour chaque patient qui sont traités par les dispositifs, combien n'ont pas accès et l'impact que ça peut avoir sur même leur survie. On parle de taux de mortalité qui sont 4 fois plus élevés. Il n'y a pas beaucoup, en fait, d'interventions en santé qui sont aussi efficaces. Donc, dans le fond, dans notre système apprenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un peu toute la trajectoire de soins, d'avant les soins, donc de la période de référencement jusqu'à la période de transition après les services. Et on a regardé avec nos parties prenantes quels sont les indicateurs qui sont les plus importants pour améliorer les soins. Donc, dans cette démarche-là, les patients et leurs familles ont un poids très important. Ce qui est ressorti comme étant important, c'était le processus d'accès aux soins. Par où accède-t-on aux soins et dans quel délai? Combien de demandes doit-on faire pour accéder aux soins? Ensuite, l'engagement et la satisfaction des jeunes. Donc, on les a mis ensemble parce que l'engagement étant combien de jeunes restent jusqu'à la fin des services et sont-ils satisfaits des services? Est-ce que les mesures qui sont nécessaires pour engager les jeunes sont mises en place? Même chose pour les familles, quelles sont leurs satisfactions par rapport aux services qu'ils reçoivent en tant que membres de famille pour soutenir leurs jeunes, mais également quelle est leur satisfaction par rapport aux interventions que leurs jeunes reçoivent? Et sont-elles engagées dans les services dès le départ jusqu'à la fin, au milieu? Je vais vous montrer également tout à l'heure. Et élément important, notre communauté a choisi de ne pas mesurer les outcomes de façon habituelle, c'est-à-dire par exemple de faire des PANS, puisque ça a déjà été démontré à multiples reprises que ce modèle de soins-là est efficace, par exemple, pour réduire les symptômes. Donc, on est beaucoup plus allé avec la perspective subjective des personnes qui reçoivent les soins, comment eux évaluent leur santé, comment eux évaluent leur situation d'hébergement, leur autonomie, etc. Donc, je reviens tout à l'heure. Finalement, les gens disaient, bien, pour qu'on puisse avoir des bons soins, il faut être certain qu'on reçoit les interventions qui sont evidence-based, donc qui sont démontrées efficaces et qui sont orientées vers leur établissement. Donc, vous voyez au centre les différentes interventions qui sont mesurées. Et par la suite, c'était très intéressant parce que c'est venu, en fait, des patients qui ont demandé qu'on mesure la formation continue du personnel. Est-ce que le personnel a accès à de la formation? Est-ce qu'ils sont mentorés? C'est souvent dans ça qu'on voit les coupures apparaître, dans les systèmes de santé, quand il y a un débordement. Ensuite, le ratio patient-intervenant. Donc, dans nos guides au Québec, on parle de 16 intervenants pour un patient en termes de ratio, mais incluant également le chef d'équipe dans l'équipe. Et finalement, je vous ai parlé d'évaluation auto-rapportée. Donc, vous voyez qu'on va, à travers toute la trajectoire de soins, avoir différentes mesures. Certaines se sont ajoutées également au fil du temps. Donc, je n'irai pas dans les détails, mais c'est pour vous dire que chacune des classes d'indicateurs que vous avez vues en bas du tableau
se déclinent en plusieurs sous-indicateurs. Et ces indicateurs-là sont basés sur des échelles de fidélité. On a pris un peu le même genre de concept, bien sûr en contactant notre communauté de pratique pour voir si ça leur convenait comme indicateur. Fait que ce que vous pouvez voir aussi également, c'est que avec nos différents indicateurs là, que vous voyez à la gauche, en fait, vous voyez les indicateurs qui sont mesurés par les chefs d'équipe. Donc, les cliniciens répondent sur les pratiques qu'ils font, soit avec des données par rapport à leur connaissance de ce que, par exemple, nous offrons de la thérapie cognitivo-comportementale, mais également avec des données plus précises sur combien de pourcents de vos patients reçoivent cette thérapie, etc. Et ensuite, on va également, pour la plupart des items, mesurer la perspective des jeunes ou la perspective des familles, et ça nous permet de croiser, en fait, les différentes perspectives. Alors, pour ce qui est des chefs d'équipe et les cliniciens, ils vont répondre à des questionnaires à chaque 4 mois. Au début, c'était aux 3 mois et les gens ont trouvé que les cycles étaient trop rapides pour leur permettre de s'améliorer. Donc, on a décalé aux 4 mois. Et ils répondent à des données clinico-administratives avec un outil qu'on leur a fourni pour collecter ces données-là. Et les cliniciens vont également répondre à des questionnaires sur leur bien-être et plus récemment sur leur perspective de l'ajout de la paraidance dans leur pratique et l'effet que ça peut avoir sur leurs patients. Ensuite, de façon continue, les jeunes ont accès à 2 systèmes. Un système, celui que vous voyez tout en bas, qui est le même système qu'on voit souvent dans les toilettes d'aéroport, à savoir si vous êtes satisfait des services. Et il y a 2 autres sous-questions par la suite, là, je vais vous les montrer. Et ils peuvent répondre également à un questionnaire qui est un peu plus long, qui dure une dizaine de minutes, où ils vont évaluer à la fois les services et la satisfaction par rapport à leur établissement. Fait que vous voyez ici les différentes plateformes de collecte de données. Donc, en haut, il y a 2 plateformes pour les patients, ou en fait à gauche. Donc, celle en haut qui est la même plateforme que dans les aéroports. Donc, êtes-vous satisfait des services reçus aujourd'hui? À partir de la littérature, on a extrait les différents facteurs qui font que les gens sont satisfaits ou insatisfaits des services, notamment pour les jeunes, donc les aspects plus youth-friendly. Et les gens peuvent nous dire lesquels de ces éléments ont contribué à leur satisfaction ou leur insatisfaction par rapport au service. Puis ensuite, ils peuvent répondre avec du verbatim sur une 3e page. Le sondage qui est plus long va aussi utiliser les mêmes emojis, mais on va demander aux gens, par exemple, de nous donner leur appréciation quant à leur santé mentale, leur santé physique, leur situation d'emploi, leur milieu d'hébergement, leurs relations amoureuses, amicales et familiales. Donc, on a pris des échelles qui étaient existantes, mais on les a adaptées aux jeunes, notamment l'aspect relations amoureuses qui a été séparé des autres relations. Par la suite, vous avez en haut à droite le questionnaire des chefs d'équipe et en bas le questionnaire aux familles. Puis un exemple d'adaptation était que les familles n'étaient pas intéressées à avoir des émojis, trouvaient que ça faisait un peu infantilisant. Donc, on adapte selon les clientèles. Ça, c'était également ce que je vous disais tout à l'heure, le petit verbatim par la suite que les gens peuvent ajouter. Alors, comment on aide les cliniques? Parce qu'il n'y a pas d'assistant de recherche qui collecte les données. On veut vraiment intégrer, c'est comme un système d'amélioration continue au sein des cliniques. Donc, on fournit aux cliniques toutes sortes d'outils, par exemple des affiches qu'ils peuvent mettre dans la salle d'attente. On leur fournit des signatures électroniques où ils peuvent intégrer le code QR ou des liens web. Ça peut être des cartes de rendez-vous également qu'ils peuvent donner aux patients. On a vu qu'avec le temps, ça a un peu disparu. C'est encore utilisé, mais de moins en moins, les gens utilisent des cartes de rendez-vous papier. Là, ils rentrent le rendez-vous sur le téléphone, donc on essaie d'adapter nos outils aussi. Les chefs d'équipe, quant à eux, reçoivent du soutien. Donc, ils collectent à chaque 4 mois des données. Ils peuvent appeler les assistants de recherche, soit en direct, en fait, les faire venir sur place au début pour implanter la collecte de données. Sinon, il y a du support téléphonique, du support courriel ou par visioconférence. On a déployé en plein dans la pandémie, comme vous pouvez voir, le 15 mars 2020. On avait quand même déjà, auparavant, dans notre construction du système apprenant, utilisé beaucoup la visioconférence parce qu'on voulait rejoindre les gens des régions éloignées aussi, puis c'était compliqué de toujours faire venir tout le monde. Et voilà. Et on a également des patients partenaires qui sont impliqués. Donc ça, c'est Gabriel et celui qui travaille à la clinique où je travaille, mais il travaille aussi dans notre équipe centrale du système apprenant. Et donc, non seulement ils ont contribué au choix des données qui étaient collectées et à la construction de la plateforme de collecte de données, mais Gabriel est impliqué, par exemple, dans notre équipe pour stimuler les jeunes à remplir, en fait, les questionnaires en leur expliquant qu'ils peuvent ainsi contribuer à améliorer les services.
Bon, évidemment, les patients partenaires participent à nos rencontres d'implantation du projet, aux sessions d'échange de connaissances. Donc, je vous ai parlé qu'on avait des programmes de renforcement des capacités. Donc, on a des patients partenaires et des pairs aidants qui sont disponibles pour contribuer à la discussion et souvent donner des conseils sur comment mieux implanter les pratiques, etc. Ce n'est pas toutes les équipes, vous allez voir tout à l'heure, qui ont des pairs aidants. Donc, ça permet à tout le monde d'avoir accès à des patients partenaires. Et ils participent également à nos présentations nationales ou internationales là, sur le système apprenant. Le partenariat avec les personnes avec expérience vécue est particulièrement important et on va les impliquer, en fait, dans toutes les décisions de recherche et d'implantation, mais leur poids va être encore plus important quand c'est des facteurs qui vont influencer directement les personnes avec expérience vécue, comme par exemple les jeunes qui remplissent les questionnaires, ou on est en train de mettre sur pied un rapport de rétroaction pour les jeunes, donc ils vont être impliqués plus particulièrement. Et également, quand on est dans l'interprétation des données qui concernent les jeunes, on les implique encore de façon plus importante. Donc, une fois qu'on a collecté les données, en fait, on renvoie systématiquement et automatiquement à chaque programme et aux personnes qu'on nous aura identifiées dans le programme. Donc, souvent le gestionnaire, le chef d'équipe. Si les gens veulent l'envoyer à tous leurs cliniciens, on l'envoie à tout le monde. Sinon, on cible en tout cas les personnes qui sont voulues. Et c'est envoyé également au ministère de la Santé. Et donc, chaque clinique va se voir évoluer dans le temps, va également se comparer aux autres cliniques PEP du Québec. Et également, on fait des rapports distincts pour les cliniques rurales et les cliniques urbaines parce que ce sont des réalités qui sont différentes. Elles vont également pouvoir se comparer aux normes du cadre de référence. Et par la suite, on a des recommandations sur comment elles peuvent s'améliorer dans ces pratiques-là. Et on explique toujours également pourquoi cette pratique-là est importante. Fait que je vous donne un exemple. Vous avez à gauche puis vous avez à droite. Donc, à gauche, vous avez, par exemple, les délais d'accès à l'évaluation psychiatrique. Donc, vous voyez, les cliniques ont leur point de départ là, à gauche, avant la ligne qui est pointillée. Puis par la suite, on a les 4 derniers temps de mesure qui apparaissent. Donc, les gens peuvent voir, en moyenne, vous avez en bleu la moyenne du Québec. Donc, la moyenne des délais est légèrement, à peine là, à l'intérieur ou légèrement au-dessus des standards qui sont recommandés par le cadre de référence. Vous voyez, par exemple, ma clinique qui est en rouge. Donc, je vois un peu comment je performe par rapport à la moyenne et par rapport aux normes. On voit en vert pâle la clinique qui performe le mieux et en vert foncé, celle qui performe le moins bien. Donc, chaque clinique va voir sa propre ligne et ça lui permet de se dire, bon, est-ce que je suis la seule qui a des difficultés ou si tout le monde a des difficultés, peut-être que la réponse va être différente. C'est arrivé qu'on avait des indicateurs où c'était rouge partout et là, on s'est adressé au ministère pour dire, bien, le problème semble être un problème plutôt systémique que local. Est-ce que vous pouvez nous aider à ce niveau-là? Donc, vous voyez un petit peu à droite, c'est un autre exemple plus de données dichotomiques. Donc, la clinique va voir son nom apparaître selon si elle fait la pratique ou elle ne fait pas la pratique. On a consulté nos parties prenantes pour les couleurs utilisées. On utilise le vert, c'est plus intuitif pour dire vous faites la bonne pratique, en rouge pour ce n'est pas la bonne pratique. Et dans le petit carré que vous avez en bas, vous avez l'interprétation, en fait, du graphique. Donc, ça explique est-ce que vous faites ou vous ne faites pas bien la pratique, pourquoi cette pratique-là est importante et comment vous pourriez améliorer votre pratique. Donc, ça, c'est généré automatiquement et le texte va varier selon les résultats que va avoir chacune des cliniques. Une fois que les gens ont reçu leur rapport de rétroaction, on va travailler maintenant sur le renforcement des capacités. Donc, les thèmes vont être identifiés à partir des données qu'on a collectées. Donc, s'il y a des pratiques qui sont généralement mal réussies par tout le monde, on va choisir cette thématique-là. Habituellement, on va donner 3 choix à notre communauté de pratiques. Les gens vont choisir quelque chose sur lequel ils veulent travailler. La plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est une séance d'échange de connaissances. Donc, on va partager un peu les connaissances, pourquoi c'est important, on va rapporter un peu la littérature, puis par la suite, il va y avoir un échange entre les cliniques sur comment vous faites, par exemple, pour atteindre des délais. Et c'est souvent des questions très, très pratico-pratiques qui peuvent aller de « on reçoit les références par fax et la secrétaire ne nous envoie pas le fax » à des choses beaucoup plus complexes sur comment on organise, par exemple, l'horaire ou comment on forme les cliniciens qui vont faire le triage, etc. Par la suite, je voulais juste résumer, ça peut paraître simpliste ce que j'ai dit, mais on se rend compte qu'il y a beaucoup, en fait, des délais d'accès qui sont dus à des banalités, en fait, administratives et qui peuvent être réglées parfois par une séance de ce genre. Par la suite, il y a également, dans une médiathèque que je vais vous montrer, là, des formations en ligne qui sont disponibles. On a également rendu disponibles des articles en français
Au Québec, beaucoup de gens ne maîtrisent pas l'anglais et donc ne lisent pas beaucoup la littérature. Et on s'est rendu compte que c'était un frein, en fait, d'où un peu l'IEPA francophone là, qu'on avait créé. Donc, on a particulièrement mis des articles qui sont relativement vulgarisés pour le clinicien moyen et on choisit de la littérature pour eux. Et on va également pairer des programmes pour se mentorer entre eux. Donc, par exemple, s'il y a un programme rural qui, encore une fois, pour reprendre l'exemple des délais, performe bien au niveau des délais, bien, on peut le pairer avec un autre programme qui lui ressemble, qui a plus de difficultés pour qu'ils puissent partager de façon plus concrète ou peut-être se visiter l'un l'autre. Alors, ici, c'est pour vous démontrer, là, je ne vais pas aller dans les détails, mais vous démontrer, vous avez à gauche là, les différents thèmes qui ont été abordés dans les dernières années. Donc, on a environ 3 séances d'échange de connaissances par année. Et vous avez à droite là, complètement le nombre de cliniques qui sont représentées. Fait qu'on voit que même à travers le temps, les gens continuent à participer. C'est complètement volontaire, là. Ils continuent à participer aux séances d'échange de connaissances. Et on voit également qu'à travers nos différentes cliniques, toutes les parties prenantes sont représentées, là, qu'on parle de patients partenaires, les chefs d'équipe, les gestionnaires, les cliniciens. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir un bon éventail pour permettre ensuite que ces gens-là retournent dans leur clinique et rapportent les connaissances apprises. Une fois les séances de connaissances faites, on va souvent voir est-ce qu'il vous manque d'outils pour pouvoir appliquer la pratique. Par exemple, on a eu des échanges de connaissances sur le transfert après les cliniques PEP, puis bon, il y a toutes sortes d'enjeux, le transfert de l'information, comment préparer les jeunes, etc. Et donc, il avait été nommé le besoin de préparer, d'avoir des outils, en fait, pour pouvoir faire un plan de transfert détaillé, même d'avoir une méthode pour le faire, par exemple, le faire avec le jeune et sa famille. Et donc, on a pu créer des outils qui servent maintenant à toutes les cliniques plutôt que chacun fasse son propre outil où il y a une perte de temps collective. Quand il y a différentes cliniques qui avaient déjà des outils, on leur demande de nous les partager, puis souvent, on va les intégrer les bonnes idées de chacun. D'accord. Donc, au niveau on a une médiathèque. Donc, dans la médiathèque, on va mettre les différents outils qui sont dans différents onglets. C'est un processus qui est dynamique. Et on avait également développé, en fait, un numéro spécial de santé mentale au Québec où les différentes composantes de l'intervention précoce sont écrites et les différents articles se retrouvent dans les différents items. Alors, on a évalué avec le cadre REAIM. C'est un cadre qui mesure l'implantation. On a pu démontrer, je vais accélérer parce que je pense qu'on doit gagner du temps, là. En fait, on a pu démontrer qu'on a réussi à atteindre les gens qu'on voulait atteindre, qu'on a pu améliorer l'efficacité. On a eu un impact, là, dans le fond, sur l'amélioration de la qualité. On a également pu voir quelles étaient les barrières et les facteurs qui facilitaient l'implantation, ce qui nous a permis d'améliorer encore plus notre implantation dans la deuxième phase d'implantation à large échelle. Et tous les programmes qui ont participé à la première phase continuent encore. On est 5 ans plus tard à faire partie du système apprenant. On a également pu démontrer avec tous nos indicateurs que vous voyez à gauche que toutes les équipes ont réussi à améliorer leur capacité à collecter des données. Et vous voyez en vert foncé quand ils ont réussi à atteindre les cibles et en vert pâle quand on est encore en train de s'améliorer sur ces différents items. On aurait également, dans la ligne de droite, eu la capacité d'améliorer l'atteinte des pratiques elles-mêmes ou l'atteinte des standards. Alors, je donne ici un exemple sur notre capacité d'améliorer la capacité à collecter des données. Fait que vous voyez, par exemple, sur la capacité à collecter le désengagement. Est-ce que vos patients continuent leurs soins? On voyait qu'il y avait, dépendant des moments, mais moins de 40% des cliniques qui collectaient cette donnée-là. Et on voit qu'avec le temps, on a réussi à faire monter ce pourcentage-là à 80%, puis même jusqu'à 100%. Et ce qui est intéressant, la ligne en vert pâle, c'est les nouvelles cliniques qui ont joint plus tard. Puis on voit comment, eux, beaucoup plus rapidement que les autres, ont réussi avec les outils qu'on avait déjà développés à collecter des données. Même chose pour la capacité à collecter des données, par exemple, sur est-ce que vous offrez de la clozapine, est-ce que vous offrez des antipsychotiques à longue action. On voyait encore que c'était des données qui étaient très peu collectées et que maintenant elles sont collectées. Puis je rappelle que c'est des programmes qui ne sont pas des programmes académiques où il n'y avait pas de culture de recherche. Donc on pense que c'est vraiment un très bel investissement. Également, ici, vous voyez notre capacité à collecter des données auprès des jeunes et auprès des familles. Donc, ce qui est en vert foncé, c'est qu'on a réussi à atteindre la cible. En vert pâle, on est en train de. Et en rouge, c'est ceux qui sont vraiment loin de la cible, qui n'ont pas réussi encore à collecter des données. Donc, on essaie d'améliorer leur capacité avec différentes stratégies. On vient de faire une semaine de la satisfaction. Donc, les gens avaient le défi d'essayer de recruter le plus de jeunes possible. Sinon, les gens sont impliqués également dans l'implantation du système apprenant, donc comment on peut améliorer le système lui-même. Fait un peu le même principe, la plupart des gens sont très actifs dans la participation.
On voit également qu'on a pu, en fait, améliorer les délais. Donc, la baisse du délai entre le premier contact, on est passé de 12 jours à 1,6 jours là, dans le cadre de notre projet pilote. On a également réussi à diminuer le nombre de cliniques qui avaient des critères d'exclusion. On a pu augmenter la proportion du personnel qui a de la formation continue et augmenter également l'autoréférencement ou le référencement par les écoles versus celui qui a lieu via les urgences, ou etc. Dans notre plateforme Happy or Not, donc on a près de 9000 patients à travers le Québec qui ont répondu à la plateforme et ça nous permet également de voir que plus de 75% des patients sont très satisfaits ou satisfaits. On peut voir également les points forts, qu'est-ce qui les rend satisfaits et qu'est-ce qui les rend plus insatisfaits, notamment un peu comme partout, j'imagine, le temps dans la salle d'attente, les insatisfaits généralement. Puis on peut voir aussi à travers le temps là, comment les choses évoluent. Puis on voit qu'on a quand même une capacité à recueillir de façon quand même assez stable dans le temps là, les données des patients et des familles. Juste pour, moi, j'avais encore 10 minutes. Est-ce que c'est possible? Oui, OK. Donc, j'essaie d'accélérer, mais je vais essayer de faire quand même plus vite que 10 minutes. Donc, au niveau des questionnaires plus détaillés sur la satisfaction des jeunes. Donc, on leur pose des questions vraiment sur les différents types de traitements qu'ils reçoivent ou encore le contexte. Par exemple, est-ce que l'heure des rendez-vous vous convient? Est-ce qu'on prend compte de vos disponibilités pour vous offrir des rendez-vous? Mais également, est-ce que vous avez réussi à avoir, par exemple, du soutien d'un père aidant? Est-ce que vous êtes satisfait de ce soutien-là? La psychothérapie que vous avez reçue, les interventions de groupe, etc. Et vous voyez que, globalement, les gens sont très satisfaits ou satisfaits. Quand c'est en gris, c'est que les gens n'ont souvent pas reçu l'intervention ou n'ont pas voulu répondre à la question. Et on voit quand même, malgré une satisfaction générale, certains items sur lesquels il y a un peu plus d'insatisfaction, par exemple la communication avec les familles ou l'implication dans la prise de décision. Et là, ça nous permet de travailler avec les équipes ces items-là. Même chose ici, on a l'auto-évaluation, donc de son rétablissement. Et vous avez la première ligne en haut, c'est comment les gens perçoivent l'item. Et celui qui est bariolé un peu, c'est comment ils perçoivent l'impact des services sur ces items-là. Donc, on voit que généralement, là où il y a le plus d'insatisfaction, malgré que la plupart des gens sont satisfaits, c'est au niveau de la situation d'emploi, tant en termes de quand on parle d'emploi, on parle d'emploi et études, donc tant en termes de la satisfaction que d'impact des services à ce niveau, et également sur la vie intime. Donc, ce que ça nous permet de faire, c'est que ça nous a permis, en fait, d'intégrer le travail d'une chercheuse qui développe une thérapie cognitivo-comportementale pour aider justement au développement des relations amoureuses. Et on a pu, en fait, offrir ce projet-là à plusieurs cliniques qui l'offrent maintenant à distance avec des psychologues qui sont formés plus spécifiquement avec cette thérapie cognitivo-comportementale de groupe. Donc, ça permet également d'intégrer, en fait, de générer des sujets de recherche pour les chercheurs et de donner accès à la recherche à un plus grand bassin de population. Puis ça permet des meilleurs recrutements pour la recherche. Encore une fois, les taux de désengagement, vous pouvez voir à gauche les taux de désengagement dans nos cliniques versus en ce moment, ça c'était la capacité à collecter les données à gauche. Et par la suite, on voit également là, que les taux de désengagement ont diminué là, graduellement au Québec et se rapprochent de la norme qui avait été posée par le ministère. Un autre item qui est important, c'est l'engagement des familles ou des proches tout au long du suivi. Donc, vous voyez à gauche, on voit que de façon générale, quand même, c'est à peu près la moitié des cliniques qui vont engager les familles lors de l'évaluation initiale. Un peu plus lors de la première année, ça va quand même relativement bien. Pour avoir vert, il faut qu'au moins 60% des familles soient impliquées dans le suivi. On a aussi là, des graphiques qui vont amener un peu plus de nuances, mais on a d'autres qui sont vraiment plus brutes. Mais on voit que par la suite, à travers le suivi, l'implication des familles va diminuer, alors que les familles mentionnent en fait vouloir être impliquées plus longtemps. Et on a également au moment du transfert. Donc, ça a été un des sujets où on a fait des échanges de connaissances. Et comme vous avez pu voir, c'était quand même une dimension qui était plus facile à améliorer. Et je vous explique la suite où ça nous a menés. Donc, d'abord, pour le système apprenant, on a réussi à le développer dans 11 cliniques. On souhaite le déployer vers les 33 cliniques du Québec. On en est à 20 pour l'instant. On est quand même content de pouvoir les avoir appliqués en milieu rural et urbain. Et il y a d'autres modèles de soins, en fait, qui vont s'inspirer de ça au Québec.
Santé Québec nous a demandé, en fait, d'implanter ce système apprenant dans d'autres modèles de soins, donc ce qui est une bonne nouvelle. Également, on essaie de travailler à améliorer les soins aux jeunes autochtones, les types de psychothérapie qui sont offerts et le soutien par les pairs. Et j'y reviens juste après. Et on est en train, en ce moment, d'essayer de faire des efforts pour déployer un système de santé apprenant pan-canadien qui nous permettrait de comparer entre les différentes provinces où on a également, nous, 11 ministres de la Santé, ou 10, 11, et on a en fait des systèmes qui sont différents, mais ça peut peut-être nous permettre de voir quels systèmes sont plus favorables aussi à l'intervention précoce. Alors, je termine quelques minutes en vous parlant, en fait, d'un sous-projet qu'on a développé dans notre projet de système apprenant avec les mêmes chercheurs que tout à l'heure, mais Dr Marie-Hélène Morin, qui est en fait une spécialiste de la père-aidance famille. Donc, pourquoi on a développé ce sous-projet-là? Bien, un peu comme la diapositive où je vais montrer pour les familles, on a pu voir que, en fait, quand vous regardez à gauche, en mars 2020 et encore jusqu'en 2023, très peu de cliniques avaient implanté la père-aidance. Vous voyez qu'en mai 2023, on a commencé à faire notre programme sur l'implantation de la père-aidance plus spécifiquement. Et on commence à voir ce programme-là, par contre, n'est disponible que dans 11 des cliniques. Et on peut voir qu'on a réussi à faire monter l'offre de la père-aidance à travers le temps, dans en fait, particulièrement les 11 cliniques là, où on offre ce service-là. Et également, on peut voir là, que les groupes de soutien par et pour les familles sont peu développés. Ils ont augmenté un petit peu au moment où on a commencé nos rencontres sur la père-aidance et la disponibilité d'un père aidant famille aussi, donc qui est un parent qui a lui-même accompagné son jeune et qui devient aidant pour d'autres familles. Et donc, notre projet pilote qu'on appelle Père-PEP, donc père aidant en PEP, consiste en 2 volets. Un volet qui a été, grâce à la philanthropie, l'ajout d'un budget qui pouvait couvrir jusqu'à 15 heures par semaine de salaire pour un père aidant ou un père aidant famille. Certaines cliniques avaient déjà des budgets, donc ils ont pu additionner ce budget-là. Et notre objectif est, 1, de soutenir les interventions en père aidance auprès des jeunes et des proches. 2, de soutenir l'intégration des pères aidants et des pères aidants familles dans les équipes, parce que c'est quand même quelque chose d'intégrer. Il y a beaucoup de barrières, là, comme par exemple, les gens se sentent un peu menacés, il n'y a pas la même formation que nous, est-ce qu'il va être capable de respecter la confidentialité, d'avoir un sens éthique, etc. Et on voulait également évaluer la capacité de notre programme à améliorer l'intégration de la père-aidance dans les cliniques. Donc, essentiellement, notre programme a fait différentes choses. On a créé une formation pour les pères aidants. Au Québec, les pères aidants ont déjà une formation de base, mais on a créé une formation pour la père-aidance en programme PEP spécifiquement. Également, ce qu'on offre, c'est du mentorat et des intervisions, donc des supervisions par les pairs, où les pères aidants se rencontrent 2 fois par mois dans ceux des différentes cliniques pour pouvoir se soutenir. Et on a également donné des outils cliniques pour encadrer la pratique parce qu'effectivement, ils sont souvent un peu laissés à eux-mêmes à faire ce qu'ils pensent. Alors, on leur a fourni des outils pour que ce soit un petit peu plus standardisé, l'offre de services. Ce qu'on offre à la communauté, c'est des communautés de pratique où on parle spécifiquement de l'intégration de la père-aidance et des outils cliniques et administratifs pour aider et les cliniciens et les gestionnaires à intégrer la père-aidance. Et ce qu'on a ajouté, en fait, à la communauté de pratique que je vous parlais tout à l'heure, des équipes internationales qui ont implanté la père-aidance et qui nous ont aidés à partir de leur expérience pour ne pas répéter les mêmes erreurs et plutôt profiter de leurs bons coups. Et on a également travaillé, un peu comme le professeur Jacob disait tout à l'heure, les organismes partenaires communautaires qui travaillaient déjà en père-aidance et tout l'aspect qui est important de respecter l'environnement naturel avant d'arriver et d'essayer d'implanter et changer les choses. Alors, je pourrais vous présenter ça dans un autre contexte, mais le projet avance bien. On est maintenant à plus d'1 an et on a rencontré toutes sortes de barrières, plutôt administratives, là, mais les choses vont bien puis les pères aidants s'impliquent bien dans nos cliniques, là. Donc, en conclusion, un système apprenant peut générer rapidement des données, peut permettre de retourner rapidement aux cliniciens les données, aider à un changement de pratique rapide, changer également la culture de soins vers une culture qui veut s'améliorer continuellement en tenant compte des données. Et également, on peut aider la recherche à s'améliorer et à avoir des focus adaptés aux besoins du terrain là, très rapidement. On a créé un document qui s'intitule « Comment mettre en place un système de santé apprenant » qui est disponible sur le site du SARPEP. Et également, je voulais vous laisser sur cette image de notre numéro spécial là, sur l'intervention précoce pour la psychose. Merci.
Merci beaucoup, Amal Abdelbaki. Je pense qu'on va pouvoir prendre quelques questions, mais je vais totalement profiter de manière abusive de ma situation d'avoir le micro, juste pour poser une toute petite question. Alors, il y a quand même un point important, c'est qu'au fond, fait partie de la culture de l'intervention précoce, cette dimension d'auto-évaluation qui nous est présentée là de manière très très brillante au Québec. C'est vraiment très très intéressant de poser ça, cette notion d'auto-évaluation. Un autre truc qui fait, tout à l'heure, ce matin, Ashok Malla nous a parlé de l'efficacité médico-économique de l'intervention précoce, qui est démontrée dans maintenant beaucoup d'études. Et il y a une petite donnée qui a été citée par Amal Abdelbaki, qui est très importante, qui conditionne cette efficacité médico-économique au travers du case management, c'est 1 pour 16. Un soignant pour 16 patients. C'est vraiment remarquable. Alors, j'ai une toute petite question par rapport à cet énorme travail, en quelque sorte. C'est, il y a combien de personnes dans l'équipe centrale et comment avez-vous fait pour la constituer et, en quelque sorte, la financer aussi? Voilà. Oui, c'est intéressant. Donc, on l'a financé au début avec des fonds de recherche, relativement petits fonds. On avait 200 000 $ comme par année au départ. L'équipe a grossi un peu, mais pas tant. Les gens ne sont pas tous à temps plein. Puis on a choisi spécifiquement des gens, en fait, de différents, je dirais différents backgrounds, mais on a des patients, des personnes qui ont une expérience vécue, mais on a également des cliniciens, des anciens cliniciens qui viennent pour aider parce qu'ils ont vraiment la notion de qu'est-ce qui manque aux cliniciens sur le terrain. Puis on a quelques chercheurs. Je dirais qu'on a peut-être au total un équivalent de 4 personnes à temps plein qui travaillent sur le projet. 4 personnes temps plein, voilà, pour tout ce travail. C'est important. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui, alors Frédéric Esbart qui vient de lever la main. Tiens, je vais te passer mon micro. Merci beaucoup à Amal. Frédéric Esbart de Lyon. Alors, je suis toujours fasciné par ce que vous développez au Québec. C'est très inspirant pour nous et ça nous a beaucoup inspiré à Lyon. Et puis, particulièrement, je tiens à souligner l'importance que vous accordez à la question de l'implémentation, à savoir vraiment ce qui était un peu dit au début, finalement, on a le terrain et puis les décideurs. Et finalement, si on ne crée pas ces maillons intermédiaires qui permettent la mise à l'échelle et l'adaptation continue des systèmes, ben ça marche difficilement. Donc, ce système, le SARPEP, c'était un petit peu dans la continuité de la question de Vincent. On a beaucoup de difficultés à investir là-dedans, je pense, parce qu'en France, on ne reconnaît pas suffisamment l'importance de ces questions-là. Pour combien de temps vous êtes financé? Est-ce que c'est quelque chose de pérenne ou c'est quelque chose qui risque de s'interrompre? C'était une première question, puis j'avais une toute petite question après aussi. Bien, en fait, le projet pilote était un projet de 2 ans. Puis rapidement, le ministère, au début, ils étaient impliqués comme partie prenante, mais pas financièrement, puis ils sont impliqués par la suite dans la partie implantation à large échelle. Okay. Et là, on est en train d'attendre la pérennisation du financement. Donc, ce qu'ils nous avaient proposé, c'est de pérenniser le financement. Mais on attend, parce que là, on a toute une nouvelle structure. Je ne rentrerai pas dans la politique québécoise, mais bon, on est un peu dans ça. Mais effectivement, je pense que c'est important, parce que ça demande énormément d'efforts. Si on investit, je pense que ça vaut la peine d'investir à long terme. Et en fait, c'est de l'amélioration continue. Il y a des raisons pour lesquelles on continue. Il y a des mesures qu'on peut arrêter de prendre, mais d'autres qu'on ne pourra jamais arrêter de prendre parce que les délais, par exemple, vont finir par s'allonger. J'espère vivement pour vous que vous allez pouvoir être pérennisé. Et une autre toute petite question, c'est que, en fait, on a aussi cette culture dans les dispositifs PEP d'être fidèle au modèle. Et est-ce que, par rapport aux indicateurs que vous développez, est-ce qu'on connaît des échelles de fidélité type Addington, est-ce que c'est pour toi quelque chose de différent ou est-ce que ça a fait émerger des autres indicateurs auxquels finalement on n'aurait pas pensé en fonctionnant qu'entre groupes d'experts? Bien, je dirais que, en fait, on s'est quand même basé sur des échelles de fidélité, entre autres. On a regardé un peu ce qui se passait, puis après ça, on présente ça à la communauté de pratique qui choisit, mais on se base sur de l'évidence. Normalement, on n'invente pas tout. Ceci dit, je pense qu'un système apprenant, là où probablement, ça prend moins de ressources que de faire des audits avec des évaluateurs qui vont sur le terrain avec des échelles de fidélité.
Et deux, c'est que ça intègre, en fait, le transfert des connaissances de façon intégrée. Puis je pense que c'est ça l'important, parce que souvent, en recherche, on mesure, puis après, on en fait quoi? Il ne se passe pas grand-chose. Donc, ça, j'insiste, parce que souvent, les chercheurs ont tendance à focuser sur la partie collecte de données, puis ils oublient l'autre partie. Mais en fait, ce qui fait que les gens collectent des données, les équipes cliniques, c'est parce qu'en fait, on leur retourne rapidement le feedback et parce qu'ils ont accès à de la formation. Et ils sont intéressés à s'améliorer, puis il faut leur donner cette possibilité-là et cette capacité-là. Donc, d'une façon idéale, à mon avis, les gouvernements devraient investir, à mesure qu'ils investissent dans l'implantation, ils devraient investir dans un système apprenant pour pouvoir soutenir l'implantation. Merci beaucoup, Amal Abdelbaki. C'est très, très précieux, Merci beaucoup. ces informations. Merci et bravo.